Rebonjour à tous, nous revoilà repartis pour ce 7e épisode sur les formations superficielles. Nous allons continuer rapidement sur les outils cartographiques car c'est un point central quand nous ferons du terrain. Et là, on va passer à une autre catégorie d'outils puisqu'il s'agit de logiciels professionnels SIG, c'est-à-dire de systèmes d'information géographique qui vont nous permettre de récupérer de l'information, de la traiter et de faire des cartes. Pour vous rappeler, dans le dernier épisode, je vous avais parlé brièvement du logiciel ArcGIS de la société californienne Esri. Là, je suis sur la page d'accueil d'Esri France avec la présentation d'ArcGIS. Alors Esri nous donne ici sa petite définition d'un SIG. Il s'agit d'organiser, communiquer et comprendre notre monde. C'est ce que nous faisons ici. Alors ArcGIS, ce n'est pas cela qui va nous intéresser, car premièrement, ArcGIS est certes un logiciel professionnel de qualité, mais c'est assez coûteux. Nous allons parler d'un autre SIG qui lui est libre et open source, c'est QGIS. Il est gratuit, il est de plus en plus utilisé, et là je suis sur la page d'accueil de QGIS sur www.qgis.org. C'est là que je vais le télécharger et vous téléchargez la dernière version qui, à cette date, est la 3.18. C'est la version dénommée Zurich. Alors QGIS, c'est multiplateforme. Vous avez donc des versions pour macOS, Linux et Windows. Je vais prendre la version pour Mac. Je clique, j'ouvre l'installateur, je glisse l'icône du logiciel dans le dossier des applications, et voilà, c'est fait. Bien, voilà, après l'installation, on ouvre QGIS. Une grande fenêtre avec plusieurs zones apparaît. La zone du milieu, elle est toute blanche. C'est notre feuille blanche. C'est là où on va afficher des données cartographiques. En bas, à gauche, c'est là où nous afficherons les couches, c'est-à-dire nos calques que nous allons superposer pour faire notre carte. Et enfin, en haut, à gauche, nous avons le panneau explorateur. Et là, nous attaquons à un point très important, car l'accès à l'information est un point clé. Et c'est là que les choses se passent. Et ici, nous avons une petite icône très importante dans la barre d'icônes. C'est le gestionnaire de sources de données que l'on peut ouvrir avec la commande L. Et c'est là aussi que les choses se passent pour l'explorateur de données. On va y revenir très vite. Déjà, on va commencer par créer un nouveau projet, c'est-à-dire un nouveau document, et je clique sur cette icône. Je vais choisir un nom. Comme c'est quelque chose que je ne garderai pas, je vais l'appeler ToKill. Bien, il va falloir que je mette un peu de données cartographiques là-dedans, dans QGIS. Je vais utiliser des données externes disponibles sur des serveurs reliés au réseau Internet avec lesquels je vais me connecter. Alors ici, petite parenthèse un peu technique, c'est dans le panneau explorateur que je vais pouvoir récupérer des données. Nous avons ici une liste d'articles avec des sigles pas très parlants. WMS, WMTS, Vector Tiles, WCS, WFS, OGC, OWS, ArcGIS REST. Qu'est-ce donc que tout cela ? Eh bien, ce sont des données de types différents, avec des modes d'accès de types différents et des protocoles de types différents. Et pour chaque cas de figure différent, nous avons des procédures différentes et il nous faudra expliquer cette partie un petit peu technique. Pour cela, nous devons recourir à ce que l'on appelle des protocoles de communication. Un protocole est ce qui permet à deux ordinateurs de se comprendre, de transmettre et de traiter des requêtes ainsi que de s'échanger des informations. Le premier protocole de communication que nous allons utiliser pour récupérer des données, c'est le WFS. Protocole dont la spécification est maintenue par l'OGC. Alors l'OGC c'est quoi? Alors non, ce n'est pas l'OGC Nice, c'est l'Open Geospatial Consortium. C'est un consortium international. Voilà la page d'accueil de l'OGC sur le web. Et l'OGC est un regroupement de sociétés, d'entreprises, d'administrations, d'universités, chargées de fixer des normes, entre autres sur les protocoles de communication utilisés entre les ordinateurs, c'est-à-dire sur la manière de s'échanger des données cartographiques. Alors voilà, je suis sur la page d'accueil de ce consortium très largement dominé par les États-Unis. Quand je disais dans l'épisode précédent que la géographie, la géologie et la cartographie, cela sert à exploiter le monde, dominer des territoires et faire la guerre, en voilà une nouvelle illustration avec la page d'accueil de l'OGC, avec le Centre armé géospatial des États-Unis qui vient de devenir un membre principal de l'OGC. Alors revenons au WFS, à ce protocole de communication dont les prescriptions techniques sont gravées dans le marbre par l'OGC. WFS est l'acronyme de Web Fetcher Service. WFS permet de récupérer des données sous forme d'objets géométriques, des points, des lignes et des polygones.
Pour illustrer cela, on va commencer par télécharger la carte géologique de France au format vectoriel. Pour cela, on va retourner sur la page d'accueil d'Infoterre et on va aller tout en bas, là où c'est écrit avec des tout petits caractères. Et comme bien souvent, c'est comme dans les contrats. C'est là où se trouvent les informations les plus importantes. Les meilleurs produits ne sont pas sur l'étal, mais sont en arrière-boutique. On va donc aller dans Données et Services, puis au service OGC, tiens donc, revoilà l'OGC. Là, on arrive sur cette page, on retrouve ce que j'ai commencé à vous expliquer. On vous parle de services interopérables. On vous parle de l'OGC, du KML, on vous parle d'Inspire. Le KML et Inspire, je vous en reparlerai plus tard. Alors je vais dans la liste des services et je prends le premier. Service WFS. Voilà, j'ai ce lien. Je vais faire un copier de ce lien. Au passage, vous avez là une petite erreur dans le tableau du BRGM. C'est bien du WFS dont il s'agit et non du WMS, dont je vous parlerai aussi très bientôt. Et là, je retourne dans le panneau explorateur de QGIS, clic droit, je fais nouvelle connexion. J'ai une nouvelle boîte de dialogue qui s'ouvre. Elle s'appelle Créer une nouvelle connexion WFS. Dans le nom, je vais rentrer ce que je veux. Je vais rentrer par exemple BRGM WFS et je vais faire un coller dans le champ de texte URL de ceci. Je clique OK, je regarde dans l'explorateur et j'ai un nouvel article dans ma liste de ressources WFS, c'est BRGM WFS. Je clique sur le petit triangle, alors c'est écrit en anglais, et j'ai 3 lignes dans ma liste. Cela parle de failles, d'âge, d'unités géologiques et de lithologie d'unités géologiques. Avant de voir ce que je peux faire avec cela, je vais présenter tout de suite une autre méthode pour faire exactement la même chose. Je passe par cette petite icône, le gestionnaire de sources de données, où je fais commande L. Cela m'affiche une grande boîte de dialogue qui s'appelle Data Source Manager ou gestionnaire de sources de données en français. Le panneau à gauche, c'est un panneau de sélection où nous allons choisir la bonne procédure pour sélectionner et lire ces données. Je choisis, devinez quoi? Eh bien, WFS OGC API Fetchers. Le Fetchers, entité en français, c'est le F de WFS. Je fais nouveau. Je donne un nom, par exemple BRGM WGS BIS, et idem, je fais un coller de l'URL, et je fais OK. Voilà, c'est fait. Je retrouve mes 3 articles, failles, âge et lithologie. Je ferme cette boîte de dialogue Data Source Manager. Je vois que dans mon explorateur, j'ai un nouvel article qui s'appelle BRGM WFS BIS. Voilà. Alors tout ce que j'ai dans l'explorateur, c'était juste pour expliquer. En fait, je l'avais déjà fait. Donc je vais supprimer BRGM WFS et BRGM WFS BIS par un clic droit et sélection de l'action supprimer. Je me retrouve juste avec la connexion WFS intitulée BRGM que j'avais déjà définie dans mon QGIS. Alors je vais cliquer sur le petit triangle ici, je double-clique sur les failles et les failles de France métropolitaine et de la Corse s'affichent sur ma carte. Je vais faire pareil avec les âges. La carte géologique de France avec ses différentes unités s'affiche. Pour le moment, rien d'extraordinaire, j'ai juste une carte de France toute grébouillée. Au passage, je note que j'ai une carte avec 2 couches. Listée dans ce panneau, c'est le panneau des couches. La couche des failles n'est plus visible sur ma carte car elle est recouverte par la couche des unités géologiques classées par âge. Alors je vais faire pareil avec les unités géologiques définies par les lithologies. J'ajoute donc une 3e couche qui va recouvrir les 2 précédentes et ma carte ici se colorie en rose. Alors cette carte géologique de France au format vectoriel, ce sont des failles, des lithologies et des formations d'âge différents. C'est pour cela que ces données sont stockées dans 3 tableaux de données différents, des failles, des âges et des lithologies. Je peux sélectionner la couche que je veux afficher en cliquant ces petites cases. Là j'ai les failles, là j'ai la lithologie, là j'ai les âges. Quand une couche est désactivée, son titre est écrit en italique grisé. Revenons aux failles. Mais au fait, à ce propos, on voit que la France a une forme bizarre, là, sur QGIS. Elle n'a pas la forme que l'on lui connaît, et elle semble être écrasée dans une direction nord-sud. Que se passe-t-il? Eh bien, on va essayer de régler cela. Alors déjà, quand j'affiche des données géographiques, le premier problème que j'ai, c'est de savoir comment interpréter ces coordonnées. Les coordonnées que je vais lire sont données dans un certain système de coordonnées. Alors faisons un clic droit ici sur la couche des failles. Nous avons ici toutes les informations fournies par le BRGM. Ici, nous voyons que les failles sont définies par des lignes, et là, c'est marqué SCR. SCR, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est très important. SCR, cela veut dire système de coordonnées de référence.
Un système de coordonnées, c'est d'abord un référentiel, c'est-à-dire une origine et des axes. Ensuite, c'est aussi une surface ellipsoïdale s'approchant au mieux de la forme du globe terrestre avec son axe de rotation, et à partir de laquelle on va pouvoir quantifier la position de nos points. Et enfin, nous avons besoin d'une méthode de projection du 3D sur du 2D. Le problème est en effet que nous sommes sur Terre, une planète, c'est-à-dire un objet sphérique en 3 dimensions, et nous voulons faire une carte, c'est-à-dire travailler sur un objet en 2 dimensions. Pour passer du 3D au 2D, il faut quoi? Eh bien, il faut faire une projection. Et les SCR, dit SCR projeté, précisent aussi quel type de projection nous allons utiliser, c'est-à-dire quel type de transformation mathématique géométrique, car il y en a beaucoup, et à partir de quelle surface de référence nous allons projeter, c'est-à-dire à partir de quel ellipsoïde terrestre nous allons utiliser, car il y en a beaucoup aussi. Et pour compliquer encore la chose, c'est que nous sommes sur une planète avec une surface mouvante. Jusqu'à récemment, on ne s'en rendait pas compte. Mais avec l'avènement des GPS et autres techniques de localisation spatiale très précises, nous ne pouvons plus ignorer cela. Et nous sommes obligés d'en tenir compte pour les applications utilisant des GPS. À la surface de la Terre, rien n'est fixe, tout est mobile et il n'y a pas de point de référence, il n'y a pas de point statique, il n'y a pas de point immobile à partir duquel on pourrait se positionner. Je ne parle même pas de la surface des océans, où tout bateau immobile est entraîné par les courants, quoique c'est la même chose. Mais de la surface rocheuse terrestre, au fond des océans ou sur terre continentale que nous considérons à tort et à notre petite échelle de vie comme immobile. Tout point sur cette surface rocheuse terrestre se déplace actuellement à des vitesses de l'ordre du centimètre par an, au gré des courants lents que nous avons dans le manteau. Et ces vitesses peuvent monter à des valeurs de l'ordre de la dizaine de centimètres par an. C'est l'expression même du phénomène connu communément sous le nom de dérive des continents. Mais comme il n'y a pas que les continents qui bougent, mais aussi le fond des océans, il est plus correct de parler de tectonique des plaques. Ainsi, sur Terre, tout est relatif. Et pour bien apprécier les choses, quand nous considérons 2 points, nous avons des points qui se rapprochent et des points qui s'éloignent. Nous avons des points qui disparaissent et des points qui se créent. Alors sans trop rentrer dans les détails, il n'y a pas d'autre choix que de se choisir de manière arbitraire un endroit que l'on va considérer comme immobile. Comme nous sommes en Europe occidentale, on va se choisir le système de référence terrestre européen, nommé ETRS 89, European Terrestrial Reference System 1989, où la plaque eurasienne est considérée comme immobile dans son ensemble. Et avec l'avènement du GPS, où on a besoin aussi d'une précision de l'ordre du centimètre, et en toute rigueur, pour bien convertir les données d'un SCR à un autre, nous devrions avoir besoin aussi de connaître le temps, mais nous n'aurons pas besoin de cela. Bien, revenons à nos SCR. Chaque système de coordonnées de référence est défini par un code, appelé code EPSG pour European Petroleum Survey Group. Car en effet, ce sont les pétroliers, qui sont des gros consommateurs de données et de services cartographiques, qui ont défini leur propre code de travail qui se sont imposés au reste de la communauté des utilisateurs cartographiques. Le problème est que des SCR, il y en a énormément. Et chaque SCR est adapté à une certaine partie du globe. Et il n'y a pas de SCR universel qui s'imposerait sur les autres. Alors désolé de faire un peu de technique, mais on n'a pas de choix. Si on veut avoir une liste de tous les systèmes de coordonnées utilisés dans le monde, nous pouvons aller sur le site epsg.io. Un SCR est alors identifié par un code et sur ce site, nous avons la liste de tous les SCR et de leur définition. En France métropolitaine, on pourra utiliser le PSG 4965 ou mieux le PSG 2154. Ici, vous voyez, les données dans mon projet QGIS sont fournies avec un SCR EPSG 4326. Alors le 4326, c'est un système de coordonnées de référence géographique où la position des points est donnée par des coordonnées de latitude et de longitude. Il n'y a pas de souci avec les coordonnées horizontales comme les longitudes, mais utiliser telles quelles des latitudes comme coordonnées verticales et les projeter comme ça, bien cela revient à écraser notre pays sur une direction nord-sud. Et plus on s'approche des pôles, plus cette distorsion est importante. Nous allons donc utiliser un système de coordonnées de référence dit projeté, car nous appliquerons une projection mathématique de manière à supprimer cette distorsion. Le SCR de votre carte est défini par son code EPSG, indiqué en bas à droite de votre fenêtre QGIS. Vous voyez, c'est marqué 4326. Alors on va faire un clic sur cette petite icône. On parvient à cette boîte de dialogue dans les propriétés du projet. Dans le filtre, on tape 2154. QGIS nous rappelle gentiment les propriétés du 2154.
4, c'est du Lambert 93, parfait. La petite carte nous montre sur quelle partie du monde ce SRC s'applique le mieux, c'est la France, tant mieux. Et on clique sur Apply. Et là, on voit que QGIS remet tout dans l'ordre pour nous. Avant d'aller plus loin, très utile aussi, ce sont les extensions que vous pouvez installer pour votre QGIS. Je vous recommande d'installer d'emblée cette petite extension qui s'appelle French Locator Filter, que l'on pourrait traduire géolocaliseur pour la France. Cela nous permettra d'avoir un géolocaliseur pour se déplacer rapidement sur la carte QGIS. Je vais dans le menu extension, je tape French Locator, je sélectionne cette extension et voilà. Maintenant, quand je tape Clermont-Ferrand dans le petit champ de texte en bas à gauche de ma fenêtre QGIS, je tape Clermont-Ferrand et j'ai aussi un petit menu contextuel qui s'affiche pour aller plus vite. Je vais prendre pour l'exemple Clermont-Ferrand, avenue du Limousin, et voilà, je vais directement sur Clermont-Ferrand. Alors à cette échelle, ma carte n'est pas très parlante. Je ne vois que des traits et une seule couleur. Je vais dézoomer un peu, mais là je suis un peu perdu. Alors pour me repérer, je vais utiliser la couche avec les failles que j'ai remise au sommet de la pile des couches. Ici, je dézoome encore un peu, et là je commence à reconnaître les grandes failles de l'Auvergne, et notamment le sillon houillé, qui est de direction sud-sud-ouest, nord-nord-est, et qui est une zone faillée majeure du Massif central. Bon, revenons sur le WFS et notre carte géologique au format vectoriel. Alors là, je vais pouvoir illustrer l'un des intérêts majeurs du WFS. Avec le WFS, c'est que nous pouvons accéder aux infos stockées dans la base de données. Ainsi, pour les failles, nous cliquons sur cette icône, dans la barre d'icônes. Ainsi, on peut voir que nous avons actuellement 7464 failles listées dans la base de données du BRGM. Et en fait, des failles, nous en avons beaucoup plus. Bon, je lis rapidement. Cisaillement Quimper-Angers, failles d'Argentat, etc. Là, ce sont des failles majeures qui ont un nom et qui sont donc baptisées. Et puis en dessous, le BRGM n'a pas mis les noms et c'est marqué non renseigné. Alors pour améliorer la lisibilité de ces failles sur ma vue cartographique, je vais utiliser le panneau style de couche. Ici j'ai le nom de la couche, j'utilise un symbole unique pour mes failles, ce sont des tracés de lignes. Je vais augmenter l'épaisseur de trait et la mise à jour se fait immédiatement. Au passage, tiens donc, je vois apparaître des failles circulaires, là et là. Qu'est-ce donc? Eh bien, ce sont des anciennes failles de restes d'anciennes calderas d'effondrement, comme la caldeira de la Haute Dordogne ou la caldeira du Sancy dans le stratovolcan du Mont d'Or. Et ici, une ancienne caldeira dans les Combrailles et qui date du Viséen. Alors quand on clique sur une entité de la carte, il est possible d'avoir des informations sur elle. Pour cela, j'utilise l'icône en forme de flèche pointant, un panneau d'information. Je vais tester cela en cliquant sur le sillon houillé et juste dans le panneau en bas à droite, QGIS m'affiche toutes les données stockées dans la base de données failles du BRGM. Pour l'entité sillon houillé sur laquelle je viens de cliquer sur la carte, eh bien j'ai bien le nom qui s'affiche avec d'autres informations techniques. C'est ainsi qu'avec le WFS que l'on va pouvoir travailler sur la carte géologique de France au format vectoriel. Les données, je le rappelle, les données sont stockées dans une table de données. Alors maintenant, je souhaiterais savoir où je suis vraiment sur une carte géographique ou sur une vue satellitaire. Et là, je vais utiliser un autre protocole de communication, le WMS. Les WMS, ce sont les Web Map Services. Les WMS, c'est un autre protocole de communication, c'est-à-dire un ensemble de règles permettant d'échanger des informations entre deux ordinateurs. Un WMS, c'est un protocole qui est bien adapté pour récupérer des cartes de données géoréférencées à partir d'un serveur, et cela pour un ordinateur client sur lequel nous sommes. Alors le WMS, c'est une autre spécification décrite par l'Open Geospatial Consortium, rappelez-vous, le fameux consortium international, qui est là pour développer et promouvoir des standards ouverts afin de garantir l'interopérabilité des contenus et des services en géomatique. Alors un service WMS à la base, c'est quelque chose qui vous permet de récupérer une carte sous forme d'image que vous pouvez regarder sur votre écran d'ordinateur. C'est quelque chose que vous pouvez appeler de votre navigateur web à partir d'une URL et qui vous permet de récupérer une ressource connaissant simplement son emplacement et les protocoles à utiliser. C'est donc quelque chose que nous utilisons souvent sur le web sans le savoir, comme M. Jourdain qui faisait de la prose. Et à chaque fois que nous avons une carte sur une page web, en fait notre navigateur web utilise le protocole WMS en se connectant comme client WMS d'un service WMS fourni par un serveur WMS. QGIS, idem, comme les navigateurs web, peut donc se connecter en tant que client WMS à un serveur WMS.
Alors, on va commencer par récupérer les ressources fournies par l'IGN, l'Institut géographique national. Alors je le dis, l'IGN, c'est un peu le bordel. Nouvelle illustration d'une administration publique désorganisée par les politiques actuelles. Il faut donc chercher pour trouver les données. Inutile d'aller sur Géoportail, on ne trouvera rien. On peut aller sur geoservice.ign.fr, voilà, vous arrivez là. Mais beaucoup de choses ne sont pas à jour et on galère pour trouver les renseignements sur les forums. Alors voilà ce qu'il faut faire sur QGIS. Je vais dans le panneau explorateur. Je sélectionne l'article WMS/WMTS. Je fais un clic droit. Je sélectionne Nouvelle connexion. Pour le nom, je peux rentrer ce que je veux. Mais on va se choisir un nom parlant pour nous, IGN BIS. BIS parce que ce que je vais faire, je l'ai déjà fait sur ma version de QGIS. Puis, dans ce champ, je tape cela pour l'URL. C'est un petit peu long, et puis je fais OK, et là je demande au serveur de Géoportail de me renvoyer la liste des services WMS que je peux utiliser. Il n'y en a que 4, ce qui ne fait pas beaucoup. Alors le premier s'appelle PCI Vector, ça me donne une image raster de ce que l'IGN appelle le parcellaire express. En fait, c'est le plan cadastral, c'est-à-dire le plan des lots de propriété foncière de la DGFiP, c'est-à-dire de la Direction générale des finances publiques. En orange, nous avons les limites de division cadastrale avec les numéros de parcelles. Ensuite, nous avons les photographies aériennes. Puis nous avons le plan IGN, mais ce service ne fonctionne pas. Et pour avoir le plan, il faut double-cliquer sur le plan IGN V2. Je double-clique sur ce plan IGN V2 dans le panneau de l'explorateur. Voilà, la nouvelle couche s'affiche. Maintenant, je sais où je suis. Je vais remettre la couche des failles au-dessus et je vais augmenter l'épaisseur de tracé des failles, ici, dans le panneau style de couche. Et voilà, j'ai une carte des failles en Auvergne. Maintenant, je fais pareil pour afficher les vues aériennes de l'IGN. Je double-clique dans l'explorateur et la nouvelle couche se place au sommet de la pile des couches. J'utilise le géolocaliseur et je me replace au nord-ouest de Clermont-Ferrand. Alors je vais donc double-cliquer sur le plan IGN V2, je vais le mettre en dessous de la pile d'affichage des couches et je vais modifier l'opacité de ma couche WFS et des âges de formation. Bon, j'ai des données vectorielles, je voudrais en faire un peu plus. Alors je vais travailler sur la table des âges des surfaces géologiques. Pour savoir ce qu'il y a dans ces données, je vais dans ma petite barre d'icônes et je vais cliquer sur cette icône en forme de table. Et là, j'arrive au contenu de ma table. Ici, j'ai la liste des individus au sens statistique ou des entités au sens de la terminologie utilisée dans le domaine des bases de données. J'ai donc 19 696 entités, c'est-à-dire 19 696 plages différentes affleurant sur ma carte géologique. Et là, j'ai les différents champs ou les différentes propriétés qui me permettent de caractériser une entité. Alors, chaque formation géologique est définie ici, un processus de formation, un environnement de formation, l'âge de la limite inférieure, l'âge de la limite supérieure, une lithologie représentative, un âge représentatif est un résumé de la lithologie de l'ensemble de la formation. Alors je clique sur la première entité de ma table attributaire parce que c'est comme ça que cela s'appelle, ma table attributaire des unités lithologiques. Je suis sur du paléoprotozoïque, je copie le lien et je vais sur la page internet indiquée par ce lien. Cela me dit Inspire, système de publication de registres. Et puis j'ai un mot qui revient assez souvent, c'est le mot Inspire. Est-ce un message subliminal pour décompresser face à ce jargon technocratique? Eh bien non, c'est tout le contraire. Dans le monde des bases de données et des systèmes d'information géographique, dans un monde où de plus en plus de bases de données sont construites, il est bien que les informations dans ces bases de données soient normalisées, afin de pouvoir extraire de l'information de l'ensemble de ces bases de données, travaillant sur un domaine commun. Et c'est là que le concept d'interopérabilité devient important. C'est ainsi que les informations stockées dans la base de données sont normalisées. Les modalités des différentes propriétés, âge, lithologie, processus de formation, environnement de dépôt, sont définies au niveau européen par des experts dans le cadre d'une directive européenne qui s'appelle INSPIRE. Alors INSPIRE, c'est une directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne. C'est l'acronyme de Infrastructure for Spatial Information in the European Community. Et INSPIRE vise entre autres à développer un cadre commun pour définir, traiter et s'échanger des données géographiques et géologiques entre autres, entre chaque État membre.
Ainsi, sur cette page, nous avons une liste de noms de roches avec leur code à utiliser quand nous voulons réaliser une carte géologique au format vectoriel et qui sera stockée dans une base de données. Ces données pourront alors être réutilisées car on utilise un même formalisme commun avec une manière de décrire les choses de la même façon. On dit alors que notre système d'information est interopérable avec d'autres systèmes d'information obéissant à la même directive INSPIR. Alors sur le site INSPIR de la Communauté européenne, par exemple ici, nous avons la liste des codes pour les lithologies, ici pour les processus de formation, ici pour les environnements, ici pour les âges. Alors pour les processus de formation, donc nous avons une liste de codes pour des processus qui donnent lieu à des formations géologiques. Il y a 95 étiquettes qui ont été définies et ces étiquettes sont regroupées en grandes catégories comme processus tectonique, processus métamorphique, altération météorique, etc. Et c'est symptomatique de voir un mélange de mots anglais et de mots français sur ces pages internet de la Communauté européenne. Bon, il y aurait beaucoup à dire aussi sur les catégories qui sont définies. En regardant aussi des modalités pour les âges géologiques, j'ai de l'Archéen, du Cambrien, du Conestien, etc. Voilà, alors maintenant je veux modifier l'apparence de cette couche WFS. Alors pour changer l'apparence d'une couche, il faut double-cliquer sur la couche. Et une boîte de dialogue s'affiche et qui s'appelle Propriétés de la couche. Et là, toujours pareil, beaucoup d'options sont disponibles. On va aller sur ce qui est appelé un peu pompeusement symbologie, car en fait il s'agit des symboles qu'on va utiliser sur la carte. La symbologie, étymologiquement parlant, c'est de la science des symboles, c'est l'étude des symboles. Là, on n'étudie pas des symboles, on utilise des symboles. Et on essaye d'utiliser des symboles conventionnels qui seront compris par tout le monde. Alors là, je voudrais cartographier les formations géologiques selon leur âge représentatif. Pour cela, je vais ici, dans Catégoriser, dans Valeurs, je choisis cela, Âge représentatif. Pour la palette des couleurs, je vais prendre un dégradé de bleu. Et je clique sur Classer. Et la carte géologique de France s'affiche selon les âges. Ici, j'ai la liste des modalités définies selon la nomenclature de la Commission européenne sur le site INSPIR. Alors attention, attention. Dans la légende de la carte, on ne va pas du plus vieux au plus récent. On va dans l'ordre alphabétique des noms des âges. En bas, j'ai le Viséen. En haut, j'ai le Cambrien. Et la formation la plus récente, l'Holocène, est au milieu. Il est là. Donc pour faire une vraie carte de déformation selon leur âge, il faudrait ajuster manuellement la couleur des modalités, Cambrien, Carbonifère, etc. dans la légende. Bon, c'est beaucoup de boulot. On ne va pas le faire. Autre exemple, je veux faire une carte géologique des formations selon leur environnement de formation. Là aussi, je retrouve plusieurs modalités, eau profonde, contexte de collision, plateforme continentale, ride médio-océanique, marge, environnement continental, etc. Alors avec un dégradé de bleu, la carte n'est pas très lisible. Je vais changer avec une palette de couleurs spectrales. Bon, je clique sur ce bouton pour tout supprimer. Je change de catégorie, je sélectionne lithologie représentative, je clique sur Classer, la nouvelle carte de France se dessine. Pareil, les modalités sont normalisées selon la directive INSPIR et les couleurs sont classées par ordre alphabétique des noms de lithologie. Et j'ai un beau mélange de roches sédimentaires, magmatiques et de roches métamorphiques. Alors faisons un zoom sur Clermont-Ferrand. Voilà, j'y suis. Je reconnais vaguement les contours des formations géologiques, mais le choix des couleurs est affreux. Ici, on a des coulées de lave descendant de la chaîne des puits. Alors je vais faire une petite manip pour voir le plan IGN par transparence. Alors sur QGIS, les choses ne sont pas très pratiques. Il faut que je fasse un retour en arrière sur symbole unique. Je modifie ici l'opacité que je règle sur du 25%. Et il faut que je revienne sur catégoriser et je refais la même manip. Je vais choisir le champ, lithologie représentative. Je fais classer. Puis je fais un zoom, et là, c'est la catastrophe. La carte est fausse à cette échelle. Ici, je clique sur la coulée nord du Pariou s'écoulant vers Durtol. Et là, cela me dit trachyte, alors que ce n'est absolument pas du trachyte. Et la coulée de Roya est décalée vers le nord. Donc c'est un gros problème. On peut comprendre qu'une carte réalisée à l'échelle du millionième ne peut pas tout représenter à l'échelle locale, dans tous ses détails. On le comprend. Mais des erreurs de positionnement sont difficilement compréhensibles. Donc mise en garde. Ne pas utiliser cette carte vectorielle à l'échelle locale, ou alors avec une extrême prudence. Bien, revenons sur une carte des âges, avec une carte des couleurs en mode spectral, qui nous donne les cartes les plus lisibles. Voilà, je m'intéresse aux formations superficielles, et je voudrais me concentrer sur les formations d'âge quaternaire. Après examen rapide de la table de données, je vois que j'ai, entre autres, du Q1, du Q2 et du Q3. Ou bien, je pourrais travailler sur ces propriétés en m'intéressant aux valeurs Holocène, Upper Pléistocène ou Lyonien qui désignent le Pléistocène moyen. Alors ce que je vais faire, je vais sélectionner sur la carte toutes les entités qui sont de l'Holocène.
c'est-à-dire du quaternaire le plus récent après la fin des périodes glaciaires. Alors je vais cliquer sur la petite icône avec un epsilon ici à côté du champ de valeur. Nous avons ici une nouvelle boîte de dialogue qui s'appelle calculateur d'expression. Je sélectionne de nouveau l'attribut âge représentatif, je mets l'opérateur égal et je mets Q3 entre guillemets simple. Je fais OK et QGIS, on trouve 628. Je reviens sur la carte et vous voyez la carte a changé. En jaune, j'ai les zones où affleure l'Holocène, c'est-à-dire principalement dans les vallées, les alluviales des grands fleuves à notre échelle, la Loire, le Rhône, la Garonne, la Saône, la Seine, le Rhin, ainsi que sur les zones littorales. En fait, nous avons une belle carte des zones inondables. Zoomons sur la Limagne. Ici l'Allier, là la Loire et là le Cher. Alors pour rendre les choses un peu plus lisibles, je mets un peu de transparence pour voir le plan IGN de la couche en dessous. Rezoomons sur la Limagne du côté d'Issoire et de Brioude. Et ici nous voyons de belles plages jaunes, donc de zones inondables. Et en fait, nous avons illustration des événements cataclysmiques, heureusement peu fréquents, qui sont responsables des dépôts alluvionnaires ici. Nous avons aussi beaucoup de dépôts holocènes sur les basses vallées des fleuves et sur les zones littorales. Ceci est dû à la remontée du niveau marin de la mer d'environ une centaine de mètres depuis la fin de la dernière glaciation. Une vallée est toujours le lieu de deux forces antagonistes qui s'opposent, c'est l'alluvionnement et l'érosion. Et là, avec la remontée du niveau de la mer, les eaux fluviales perdent ici de leur énergie en basse vallée et ce qui prédomine, c'est l'alluvionnement, comme en Camargue, dans la basse vallée du Rhône. Voilà, et ici s'arrête cet épisode largement consacré sur QGIS. Ce que nous avons appris, eh bien, ce sont les bases de l'utilisation du QGIS. Nous avons appris comment se connecter à des serveurs de données en utilisant les bons protocoles de communication. Nous avons abordé les deux protocoles principaux, WFS pour les données sous forme vectorielle et WMS pour les données sous forme d'image. Nous avons évoqué très brièvement les problèmes de la cartographie sur une surface 2D, les difficultés de repérer la position d'un point avec un système de coordonnées, et enfin, nous avons vu comment faire des opérations de base avec QGIS. Nous n'avons fait qu'effleurer le sujet et nous continuerons la prochaine fois sur l'utilisation du QGIS pour la cartographie des formations superficielles et autres. À bientôt!